C'est une opération de police qui a tourné au drame en Kouikou, à Luandili, dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire, le jeudi 11 décembre 2025. Un adjudant-chef de la brigade anticriminalité BAC, qui serait en plein jour, comme d'autres éléments de ce maillon de la police nationale, à la poursuite des bébés noirs, aurait tiré à balles réelles pour dissuader les délinquants qui auraient sur eux des armes blanches. C'est l'une des balles qui a mortellement touché une innocente dans son lieu de travail, mettant en émoi les habitants. Cette descente sur les lieux du ministère public et de la police a un seul but, reconstituer les faits pour engager la poursuite judiciaire contre le présumé auteur. 2 jours après, la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire et du Kouilou a fait ce point de presse le 19 décembre pour éclairer la lanterne de population sur cette situation malheureuse diversement interprétée. Ce 11 décembre, aux environs de 11 h, une équipe de la brigade anticriminalité BAC en sigle, était dépêché au marché domanial en Kouikou à l'effet de mettre fin à un trouble à l'ordre public orchestré par un groupe de jeunes malfaiteurs communément appelés bébés noirs. Après leur déploiement, les jeunes délinquants se dispersaient, prenant la fuite à travers des ruelles difficiles d'accès en véhicule. Toutefois, un groupe de 3 éléments, dirigé par un adjudant-chef, se lançait à la poursuite d'un jeune bien identifié qui arborait une machette. Alors que celui-ci atteignait l'entrée d'une rue adjacente à l'avenue principale, l'adjudant-chef, qui se trouvait à environ 20 mètres, pointait sur lui son arme et le sommait de s'arrêter, ordre auquel le délinquant ne daignait obtempérer. C'est ainsi que, pour l'empêcher d'entrer dans la ruelle et disparaître dans le quartier, l'adjudant-chef faisait usage de son arme de service de type PMAK, tirant successivement 3 coups de feu. Un des 3 projectiles, cependant, perforait la paroi métallique du kiosque Congo-Bet, placé à l'entrée de la dite ruelle, touchant au cou son occupante, Madame Pouchod Matimani Cristal, congolaise, en état de gestation, laquelle succombait à ses blessures. Seule la Cour suprême est apte de désigner la juridiction compétente de juger le présumé coupable des faits poursuivi pour des causes et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. J'ai décidé d'engager les poursuites contre le nommé Moukala Audrey Christelle, adjudant-chef de police, en demandant à Monsieur le doyen des juges d'instruction d'ouvrir une information judiciaire à son encontre pour le chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, conformément à l'article 309, alinéa 4 du Code pénal. Je requiers également son placement sous mandat de dépôt. Pour l'instant, la date des funérailles ne serait pas encore fixée et le présumé coupable des faits serait placé sous mandat de dépôt. De nombreux Ponténégrins n'ont pas pu joindre leur lieu de travail ou d'activité ce mercredi, après la pluie qui s'est abattue dans la ville. Un calvaire que décrit ce citoyen. C'est vraiment inquiétant. Là, je sors de Mengo. D'habitude, quand on rentre ici, on passe par Mongokamba. Mais sauf que là-bas, la route est coupée. Donc il faut marcher de Tister jusqu'à Vanvan pour trouver un transbordement, venir vers ici. Et comme la route est coupée, j'étais obligé de prendre un bus qui nous a fait contourner par Bitemo. La route est vraiment très mauvaise. Et on a contourné, nous sommes passés par Lusala, sortir par Mvungu et puis arriver à Fontiété. Et là, je suis obligé de marcher jusqu'à Congo-Malembe pour prendre un bus pour la ville. Donc c'est vraiment très triste. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est décevant quoi, pour le pays. La population souffre pour le transport des routes, là, c'est compliqué. On ne peut que se plaindre auprès des autorités. Ils peuvent vraiment nous aider, sinon comme ça, là, on souffre. Hein.
Déjà que tout le temps les mouvements rentrent dans l'eau, on ne sait pas là où placer les pneus, ça détruit le matériel. Une difficile circulation pour les personnes et les véhicules observés le long de la journée. Par exemple, de l'hôpital de référence de Tchétchi à l'arrêt Moulembo, pour ne citer que cela. Des difficultés qui ralentissent l'économie pour beaucoup. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est des choses qui nous font mal en tant que population, parce qu'on a du mal à circuler. Tel que là, vous voyez derrière moi, c'est vraiment des catastrophes en fait. Quand une pluie tombe, avoir même le transport pour aller au travail, c'est des difficultés. Là, l'État est venu mettre les terres jaunes, c'est comme pour nous mettre encore en difficulté. Là, c'est la boue qui se forme, là, c'est vraiment le temps de remédier à ce problème. Parce que récemment, nous allons aller voter. On va voter sur quelle base? Les Ponténégrins, déjà soumis au sempiternel phénomène de morcellement des trajets et au mauvais état des routes, craignent ainsi le pire pendant cette période de saison des pluies, si jamais des solutions urgentes ne sont trouvées par les pouvoirs publics pour les soulager. Devant le ministère de la fonction publique et du travail ce 13 décembre 2025, une foule en colère. Ils ont travaillé à Brazzaville pendant des années dans le ramassage de tout type d'ordures et de balayage des grandes artères sans être rémunérés pendant des mois. Les ex-agents de la société d'Averda qui attendent de pied ferme le versement de leurs mois impayés et les indemnités suite à l'arrêt du travail ont manifesté leur ras-le-bol. Depuis le départ d'Averda jusqu'alors, on ne nous a pas encore payé, on n'a pas reçu aucun sou. Tel que vous me voyez là, j'ai le canne avec moi. J'ai fait un accident de la société, un accident de travail. Ce que j'ai subi là jusqu'alors, c'est moi qui le connais. J'ai des douleurs, j'ai des enfants, j'ai une femme. Tout ça parce que j'ai aimé que mon pays soit propre. Mais mon pays aussi, le gouvernement devait reconnaître ce que nous avons fait. Parce que c'est même dans la Bible, on dit que nous allons manger à notre sueur. L'article 15 dit que c'est en travaillant qu'on doit gagner notre peine. Mais ils doivent reconnaître ça. Ce grogne devant le ministère de la fonction publique est une façon pour ces éboueurs de mieux faire entendre leur voix afin d'être reçus par des autorités. Malgré cette manifestation, ils n'ont pas eu gain de cause. Les négociations n'ont pas été fructueuses. Aujourd'hui, nous étions au ministère des Finances pour leur soumettre nos revendications. Et nous sommes allés là-bas, ils nous ont reçus. Nous avons échangé avec eux. Le directeur cabinet du ministre des Finances nous fait savoir qu'eux, ils sont en incapacité de nous payer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous payer puisqu'ils ne détiennent pas d'éléments de base à travers lesquels ils peuvent nous payer. C'est pourquoi ils nous ont envoyés ici au ministère du Travail. Et nous sommes arrivés ici, le ministère du Travail a refusé de nous recevoir. Voilà pourquoi nous sommes ici réunis dehors. Nous sommes abandonnés. Ces ex-agents d'Averda qui revendiquent leur indemnité et les mois de salaire impayés font partie du lot des travailleurs congolais actifs dans les structures publiques en attente de plusieurs mois de salaire non versés, à l'instar de l'université Marien Ngouabi, la mairie de Brazzaville, le CHUB et l'hôpital général de Diri. Ils ont envahi les couloirs du 6e étage du ministère des Finances ce jeudi 11 décembre. Ces opérateurs économiques, visiblement affaiblis par le manque de ressources financières, assistent impuissamment chaque jour qui passe à la cessation de leurs activités économiques. Mais quand le président de la République parle de la paix, nous on n'est pas des bandits. Mais la paix aussi, il faut manger pour avoir la paix. Mais quand on a faim, on n'a pas la paix. Nous, on a faim. Au moment où je vous parle là, nous sommes au 10e opérateur qu'on va enterrer après-demain. Et on apprend même que non, la morgue a commencé une grève là-bas. Donc on ne pourra pas l'enterrer aussi vendredi. La dette intérieure est rangée dans les tiroirs par le gouvernement depuis presque 5 ans, disent-ils. Depuis au moins 4 ans ou bien 5 ans, les opérateurs économiques ne sont pas payés. Que ce soit la dette intérieure ou bien les situations en cours. Parce qu'en 2024, quand on a changé le gouvernement, le ministre qui est arrivé, automatiquement, il a bloqué même les ordres de virement. Et ça ne se fait jamais. Il y a eu des dossiers qu'on a contrôlés par les services du ministère des Finances
Jamais publié. Jamais publié, jamais payé. La décision ici est ferme. Ils attendent l'audience avec le directeur de cabinet du ministre en charge des Finances pour des réponses proportionnelles à leur situation socio-économique. Nous, on arrive ici parce qu'on est vraiment dans des situations très difficiles. Les patrons que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité même de régler les frais scolaires de nos enfants. Et en dehors de ça, on a des problèmes au niveau des banques où on est débiteur. Et il y a même ceux qui ont des maisons ravies par des banques. À ce jour, il est difficile de chiffrer la dette intérieure. Chaque année, elle ne fait que s'accumuler. Le secteur privé en pâtit. Pendant ce temps, la situation de la dette publique du Congo en mai 2025 s'établirait à plus de 8 000 milliards de francs CFA. C'est à travers ce tintamarre que les prestataires journaliers de l'énergie électrique du Congo, ECARIC, ex-SNE, réclament leur intégration au sein de cette entreprise de gestion et de distribution d'électricité ce 21 mars 2023 à Brazzaville. Parmi leurs revendications, le recrutement, le respect du paiement mensuel des droits ainsi que celui des employés. Certains ont déjà cumulé 10, 15, voire 20 ans de service sans aucune gratification. C'est que nous, on va travailler. On a travaillé dur pour longtemps. On a fait rentrer de l'argent dans cette société. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais embauché nous. Ils prennent leurs enfants, leurs macarons, leurs petits-fils. Alors nous aussi, on a mouillé le maillot. Donc là, vraiment, on a décidé que M. Adou puisse signer notre note. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Je voulais envoyer un message directement au monsieur le président de la République, qui est M. Denis Sassou Nguesso, qui est notre papa. Au fait, lui nous avait promis l'emploi aux jeunes. Et actuellement, le directeur général de la ECARIC, ils ne veulent pas satisfaire aux jeunes. C'est ce qui nous fait mal actuellement. Le pouvoir actuellement se base sur la jeunesse. Et nous, on est ici, on a travaillé des années. Tel que moi, j'ai 10 ans. Ici, là, étant que journalier, arrivé à un moment, il me demande de rester à la maison, de ne plus venir travailler, croyant qu'il devait nous embaucher, étant qu'agent permanent. Mais ils me disent de rester à la maison. Moi, je suis un homme avec une femme et des enfants. Bon, comment je dois faire avec ces enfants-là et avec la femme? Nous, on ne peut pas accepter comme ça, là, de rester assis à la maison. À cela s'ajoute la réduction de leurs gains qui jadis étaient à 75 000, puis 35 000 francs et enfin 25 000 francs CFA comme s'indignent ces derniers. Mais ce n'est pas pour une première fois ce genre de signe. On a fait ça au mois de décembre. Ils nous ont promis qu'on devait nous recruter, mais jusqu'alors, c'est des pères de famille qui sont là. Même moi-même qui vous parle là, je suis là depuis 2007. Depuis 2007. J'ai été payé à 37 500 le mois. Vous comprenez ce que ça fait? 37 500 le mois. L'année, c'est combien? Ils ont vu que c'était à la hausse. Automatiquement, hein, sans consulter les jeunes, sans qu'il y ait eu les pourparlers, on nous paye maintenant 25 000. Et on en a marre, on veut l'intégration. Nous demandons au chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, et au Premier ministre, colonel Makosso, de regarder cette situation. Monsieur Colonel passe là, le Premier ministre. Il passe. Hier, il est passé par là. Aujourd'hui également. Depuis 2006 qu'on avait signé cette note-là. Dans cette note-là, il y a d'autres personnes qui sont déjà les agents de la SNE. Tels que M. Koutangimisa est jeune. Il était avec nous, il est agent de la SNE. Il y a d'autres qui sont encore des tâcherons. Moi, mon nom est là. Là où j'ai mis le stylo, là. On gagnant mérité, c'est bien moi. Moi, je loue la maison, je suis responsable, père de famille. Avec de tels sit-ins, l'idéal est celui de trouver un terrain d'entente entre la direction générale et ses prestataires afin que le travail ne subisse aucune entorse. Pendant que d'autres s'insurgent sur le recrutement arbitraire, d'autres fustigent la léthargie des responsables qui, selon eux, ne tiennent pas compte de leurs doléances. Un
insoutenables ces révélations. Des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brassavilloises sans scrupules. Au prix de 2500-3000 $, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas à la protection de sa propre progéniture. Lukobeka Andrea, Ornella Malabandaya ont été récupérées au Bichongobila à Kinshasa alors qu'elles traversaient par un canon rapide affrété pour passer à la potence de ce monsieur, la soixantaine révolue, dont les mobiles ne sauraient être compris. Il se plaît rien qu'avec des petites filles, témoigne Naomi Okende Okonda, 22 ans, facilitatrice et recruteuse des mineurs. Natoni Andrea, nakoki kotia en contact na DJ garçon Mobwe à Sala Makabu, trafic na Braza. Elle a dit oui, il présente les filles aux hommes. Lui, il voulait que des petites filles. Mais moi, je voulais aller avec elle. Et lui, il a dit on ne me voulait pas. On voulait elle et que je cherche une autre petite fille. Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans. On partait à Brazzaville pour aller prendre de l'argent chez un ministre. Pas moins de 3000 $. Mais je sais qu'il y a des filles qui partent avec lui. Le mercredi soir, DJ nous avait confirmé qu'on devait aller à Brazzaville prendre de l'argent. J'ai dit à Nomi que je ne pouvais pas y aller seule. C'était impossible que j'y aille seule parce que s'il y a un problème, je n'ai pas envie de mourir seule. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Ornella. En fait, au bout du compte, elles font du sexe business pour les autres. Le butin de guerre, c'est plutôt le DJ. Mwanza Abiba Didier, de son vrai nom, contact de cette autorité brassavilloise qui en tire le plus gros profit. Selon DJ Mwanza, il doit avoir 50% de 2500. Normi a dit que non, ça ne peut pas se faire. Comment il va te donner 50%? Même à l'église, on donne à Dieu 10%. C'est ce qu'elle avait dit. Il a dit non, ou sinon je vais péter les plans, ou sinon je vais commencer à crier. Je ne sais pas moi s'il a déjà eu des problèmes avec des filles là-bas seulement pour question d'argent. Il nous avait même déjà informé que nga côté mbongo na silikaka. Naïveté d'enfance, mauvaise éducation, situation socio-économique déplorable, des questionnements écœurants. L'une des gamines soutient par ailleurs utiliser ses fonds afin de soigner sa mère malade et payer sa scolarité. Ainsi donc, ce fameux DJ, pas de la musique, est plutôt un spécialiste du proxénétisme et incitation de mineurs à la débauche. Avec son complice pour la traversée, Tati Mboko, chef d'agence SCTP, ex-Onatra Beach, ils n'en sont pas à leur premier forfait. Il y a un phénomène qui s'appelle aujourd'hui au Congo-Brazzaville la prostitution de survie. La prostitution des filles et des garçons à Brazzaville, il faut qu'on en parle. Il y a des conséquences, aussi les conséquences de la misère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène social préoccupant au Congo-Brazzaville. La prostitution de certaines filles et de certains garçons, parfois très jeunes, qui se tournent vers des personnes riches ou influentes, y compris des hommes politiques, afin d'aider leur famille à survivre. Ce phénomène est principalement lié à la misère, au chômage et aux inégalités sociales. La prostitution est le fait d'échanger des relations sexuelles contre de l'argent ou de biens. Dans beaucoup de cas, à Brazzaville, au Congo, il ne s'agit pas d'un choix libre, mais d'un moyen de survie face à des conditions de vie très difficiles. Les causes principales, il y en a. La pauvreté et le chômage. Le manque d'emploi et de revenus pousse certaines familles dans une grande détresse. Des jeunes se sentent obligés de trouver de l'argent pour nourrir leurs parents, payer la scolarité de leurs frères et sœurs ou subvenir aux besoins du foyer. Le manque d'éducation, beaucoup de jeunes quittent l'école trop tôt par manque de moyens, sans formation. Ils n'ont presque aucune alternative pour gagner leur vie dignement. La responsabilité des parents, les parents ont un rôle très important à jouer dans la vie de leurs enfants. Certains, à cause de la pauvreté ou du découragement, ferment les yeux ou acceptent l'argent sans se demander d'où il vient. D'autres peuvent aussi faire pression sur leurs enfants, directement ou indirectement, pour qu'ils ramènent de l'argent à la maison. Même dans la misère, les parents ont le devoir de protéger leurs enfants, surtout les mineurs.
Alors, la prostitution a des graves conséquences. Des risques pour la santé, des violences et des abus, des traumatismes psychologiques et une forte stigmatisation sociale. Ces jeunes deviennent souvent des victimes silencieuses alors qu'ils devraient être protégés. La responsabilité de l'État et de la société. L'État doit créer des emplois, renforcer l'éducation et protéger les mineurs contre toute forme d'exploitation. Les associations et la société civile doivent sensibiliser, accompagner et aider des jeunes à sortir de cette situation. La prostitution des filles et des garçons à Brazzaville est le résultat directement de la pauvreté, de la souffrance, de la maltraitance, du manque d'opportunités et de la défaillance de la protection familiale et sociale. Il faut lutter contre ce phénomène. Quelles sont les conséquences de la prostitution pour le mineur et son entourage? Un mineur victime de prostitution est un mineur en souffrance. Bien souvent, il a déjà traversé des événements traumatisants qui ont profondément affecté son développement. L'exploitation sexuelle dont il est victime va accroître cette souffrance et cette fragilité. Sur le plan physique, la prostitution et les violences qui l'accompagnent exposent le jeune à des blessures corporelles, à des problèmes gynécologiques avec un risque élevé d'infections sexuellement transmissibles et de grossesse non désirée. Les conditions de vie liées à la prostitution entraînent souvent une dégradation de l'état de santé général avec des troubles du sommeil, de l'alimentation, une hygiène corporelle problématique ou encore une dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants. Sur le plan psychologique, les conséquences sur la santé mentale du jeune sont souvent profondes et touchent tous les aspects de sa vie. Les symptômes du psychotraumatisme dit complexe rendent difficiles les relations avec soi-même et avec les autres, transformant le jeune en un blessé émotionnel et relationnel. Il peut éprouver du dégoût, de la honte, de la culpabilité, de la peur, une perte de confiance en lui et en autrui, ainsi qu'un sentiment d'insécurité constante. Ces sentiments peuvent mener à des comportements automutilatoires tels que des scarifications, le maintien dans la prostitution, des pensées suicidaires et des tentatives de suicide. L'entourage de ces jeunes subit également des conséquences importantes. Des sentiments de culpabilité, de colère, de sidération, d'incompréhension, d'impuissance, entraînant un stress majeur et constant. L'entourage se retrouve lui aussi souvent plongé dans une solitude profonde, associée à une grande inquiétude quant à l'état de santé du jeune. Il est essentiel de considérer le mineur comme une victime d'exploitation sexuelle et son entourage comme des co-victimes quand ils ne sont pas eux-mêmes auteurs de proxénétisme. Un accompagnement pluridisciplinaire est alors vivement recommandé pour soutenir le jeune dans sa sécurité, sa santé physique et mentale, son bien-être moral et son éducation. Alors, lutter contre la misère, mais aussi rappeler la responsabilité des parents, de l'État et de toute la société pour protéger la jeunesse et garantir un avenir meilleur. Sinon, on court à la catastrophe. N'oublions pas que la jeunesse est la fondation de l'humanité. Ils sont en grève depuis le 13 novembre 2025. Ces enseignants communautaires du préscolaire, primaire, collège, lycée et de l'alphabétisation signent et décident du maintien de leur grève pendant que s'annoncent les compositions du premier trimestre. Tous les enseignants communautaires sont invités à l'observation de cette grève sans condition ni délai, jusqu'à ce que le gouvernement va manifester la volonté de prendre à bras le corps notre cahier de charges contenu dans la dite déclaration, en proposant un plan d'intégration de l'ensemble des enseignants communautaires au moyen d'un protocole d'accord et en garantissant sans défaillir la paie régulière, mensuelle ou trimestrielle de la bourse des enseignants communautaires. Ce n'est que dans ces conditions que la grève pourrait être levée.
Feuilleton de grève en République du Congo, des administrations para-étatiques de plus en plus paralysées. Après l'université Mariangwabi, les mairies du Congo prennent le relais. Ici à la morgue municipale, ce 11 décembre, aucun service n'est fonctionnel. Les parents sont dans les mois. Déjà payé, hier les parents étaient ici, ils ont parlé avec les parents, ils ont dit qu'on peut enterrer aujourd'hui. Mais on a fait tout, on a préparé, on a mis les chapelles, tous les gros baffles, on a tout mis. Mais arrivé sur notre dit que le corps ne peut pas sortir. On a dépensé beaucoup d'argent là-bas, c'est pas eux qui vont nous rembourser l'argent là. L'État essaie d'y remédier vite à cette situation parce que ça pénalise beaucoup de Congolais, beaucoup de familles endeuillées. S'il faut reporter encore l'enterrement, c'est de l'argent qu'il faut dépenser encore. Les agents des mairies de Mosendio, Kaï, Dolizy, Ouesso, Pointe-Noire et Brazzaville traînent de nombreux mois impayés. Chaque mairie a son package de revendications allant entre 80, 60, 14 et 9 mois. L'agent municipal qui lâche le morceau préfère garder l'anonymat. Au niveau de la mairie de Brazzaville, nous avons déjà 14 mois impayés. Nous sommes en grève, nous réclamons nos salaires. Dolizy, ils ont près de 50 mois impayés. Moussendio, ne parlons plus. Près de 80 mois impayés. La mairie de Brazzaville devient de plus en plus l'ombre d'elle-même, s'indigne un agent qui s'interroge sur la direction que prennent les recettes municipales. Pendant que les agents sont invités à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, les syndicats attendent de pied ferme la relance des négociations avec le gouvernement. Sur la venue de la paix dans le 3e arrondissement Poto-Poto, le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mundele, accompagné de la force de l'ordre, a procédé le 4 décembre au déguerpissement des espaces publics. Ruelles encombrées, marchandises étalées à même le sol, installations précaires, tout a été démantelé. Amenez là-bas. Amenez là-bas. Amenez ça Il faut vraiment au mode accéléré. Même les caisses de mobile money inégalement installées ont été retirées au nom du respect strict de la loi. Une opération accueillie favorablement par une partie de la population qui dit constater un véritable bol d'air dans les artères longtemps saturées. À quelques kilomètres de là, sur l'avenue de l'Union africaine, dans le 2e arrondissement Bakongo, le constat est tout autre. Rien ne semble respecter les normes établies. Lors du colloque international du centenaire de Frantz Fanon qui s'est tenu à Dakar ce 17 décembre, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a souligné le rôle crucial de la souveraineté monétaire dans l'émancipation de l'Afrique. Dans cette allocution aux fortes résonances idéologiques et historiques, il a affirmé que l'émancipation de l'Afrique est tributaire de sa souveraineté monétaire. Selon lui, la dignité des peuples africains ne saurait être atteinte sans une maîtrise complète de leurs choix économiques. Aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Ce n'est pas une équation théorique. C'est la condition matérielle de l'émancipation que Fanon appelait déjà de ses voeux. Le franc CFA fut un instrument de stabilité, dit-on, mais surtout un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger sous un vernis de coopération les réflexes de tutelle et de dépendance.
Il a structuré nos politiques publiques, contraint nos stratégies, corseté nos ambitions, limité nos marges de manœuvre et, plus profondément encore, il a façonné nos imaginaires économiques. Il a installé l'idée qu'une monnaie africaine autonome serait un risque, un pari, voire même un luxe. Revenant sur l'héritage des francs CFA, Ousmane Sonko y voit un outil de contrôle et non de stabilité. Le Premier ministre affirme qu'il a corseté les stratégies, contraint les politiques publiques des pays de la zone et plus largement figé leurs imaginaires économiques. La réforme inachevée de l'éco en est une autre. Une réforme annoncée pour tourner la page du CFA, mais qui, dans sa forme actuelle, n'auront véritablement qu'avec le symbole, pas encore avec la structure. Changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. La bataille pour la monnaie africaine reste un front majeur. Un front politique, certes, mais aussi un front culturel et psychologique. Pour cette prise de position, Ousmane Sonko prolonge l'appel du militant anticolonialiste martiniquais Frantz Fanon, décédé en 1961 à Washington. Il défend l'idée que seule une décolonisation totale des structures économiques permettra à l'Afrique d'accéder à l'indépendance véritable. Toutefois, le Sénégal devra s'accorder avec ces pays pairs de l'UEMOA sur la question de la sortie du franc CFA ou de l'évolution drastique de cette monnaie qui existe sous différents noms successifs depuis 1945. C'est un convoi que certains n'hésitent pas à qualifier de convoi à la Mad Max, et dont ces images, qui restent à confirmer, ont été largement relayées par les réseaux sociaux et plusieurs médias ouest-africains spécialisés dans l'actualité sécuritaire au Sahel. Près de 1000 tonnes de minerais d'uranium réparties dans une quarantaine de camions prenant la direction d'Agadez, destination finale, d'après le site d'investigation WAMAPS, le port de Lomé au Togo. D'après des sources étatiques françaises, c'est là que mouillerait depuis 2 semaines ce navire russe, prêt à embarquer sa précieuse cargaison, évaluée à 170 millions de dollars. Mais pour y parvenir, le voyage est risqué. Après Niamey, le convoi doit éviter le Bénin, depuis que le Niger a fermé sa frontière, et se rabattre sur le Burkina Faso, en passant par des zones en partie contrôlées par l'État islamique au Grand Sahara et le JNIM. Le Niger digne met sur le marché international sa propre production. Sans donner de précision sur ce convoi, la télévision d'État nigérienne s'est fait l'écho du versant officiel de cette histoire. Ce dimanche, le régime militaire du général Tiani a annoncé mettre sur le marché international l'uranium produit par la Société des mines de l'Aïr, la Somaïr, une filiale du groupe français Orano, nationalisée en juin dernier par Niamey. Depuis, un bras de fer oppose le Niger au groupe industriel qui a engagé plusieurs procédures d'arbitrage international pour récupérer environ 1300 tonnes de yellow cake, ce concentré d'uranium entreposé jusqu'alors à Arlit et représentant une valeur marchande d'environ 250 millions d'euros. Dans un communiqué, Orano a réagi au déplacement récent du minerai. Ce transport contrevient à la décision prononcée en faveur d'Orano le 23 septembre 2025. Le tribunal arbitral avait enjoint à l'État du Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même faciliter le transfert à des tiers de l'uranium produit par la Somaïr. Pour de nombreux observateurs, la destination du minerai est le moins mystérieux dans cette affaire. Si le pouvoir nigérien a d'abord envisagé l'Iran ou la Chine comme acheteurs du stock d'uranium issu des mines d'Arlit, c'est avec la Russie que la discussion a abouti. Le 28 juillet dernier, le ministre de l'Énergie, Sergueï Tsivilyov, rencontrait le général Tiani à Niamey et exprimait le souhait d'exploiter l'uranium nigérien. Sitôt le retrait en cours du M23 annoncé, sitôt ces images diffusées sur les réseaux sociaux par des proches du mouvement rebelle, celles de ces hommes en treillis qui quittent la caserne qu'ils occupaient depuis plus d'une semaine. Et au petit matin, aucun homme en uniforme ni en armes n'est visible autour des bâtiments, ni devant la mairie, symbole de la chute de la ville. Départ effectif ou pas, des éléments du M23, certains habitants ont le sentiment d'être livrés à eux-mêmes. La plus grande inquiétude que nous avons, c'est le fait de voir le départ des troupes qui étaient ici. Alors on se demande comment nous allons rester sans un quelconque gouvernement.
C'est ça la grande peur, être obligé de rester sans aucune autorité dans la ville. Un retrait qui doit être achevé dès ce jeudi, précise le communiqué publié par le M23 qui appelle la population à rester calme. La réaction des autorités congolaises a été immédiate, commentant tout d'abord les images de la nuit, faisant observer que les véhicules qui quittent la caserne sont quasiment vides, affirmant ensuite que des éléments du M23 sillonnent depuis la ville en tenue civile et que d'autres se sont redéployés sur les hauteurs d'Ouvira. Pour en venir à cette conclusion, tout cela n'est que manipulation dans le seul et unique but de réduire la pression internationale. En attendant, à Kinshasa, des voix de la majorité présidentielle garantissent que la sécurité des habitants sera assurée. Cette ville sera protégée, la population civile de cette ville sera protégée par le FARDC, par la police, bref, par les éléments de force de l'ordre de la République démocratique du Congo, parce que l'occupation de cette ville a été en violation de l'accord de Washington. Et le retour des militaires congolais, le M23 en a fait une ligne rouge, affirmant qu'il ne tolérera aucune remilitarisation de la ville. Il avait notamment conditionné son retrait au déploiement d'une force qualifiée de neutre pour garantir le cessez-le-feu. Le chef de la diplomatie nigériane au palais de Koulouba à Ouagadougou, Youssouf Maïtama Tougar, à la tête d'une délégation, est venu présenter les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien. Le ministre des Affaires étrangères exprime ici le regret de son pays sur les irrégularités dans la procédure de l'autorisation pour entrer dans l'espace aérien du Burkina Faso. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l'espace burkinabé. Cela est regrettable et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Nous avons aussi évoqué le sujet d'un leader d'un parti nigérien qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident. Cela est lié sans doute à une incompréhension de la situation. Le président Traoré, le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé ont été très accueillants et disposés à nous accompagner. L'équipage a été très bien traité. Cela saute aux yeux et c'est évident que le président Traoré était directement informé sur la prise en charge de l'équipage depuis que celui-ci est arrivé au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria salue le niveau de solidarité et de fraternité qui existe entre le Burkina Faso et son pays. À cette audience, la délégation nigériane échange également avec le président du Faso sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest africaine. Sent here by President Bola Ahmed Tinubu. Je conduis une délégation envoyée par le président Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, afin de livrer un message au président Ibrahim Traoré. Un message de fraternité, un message de solidarité d'un pays africain à un autre. Nous avons discuté de plusieurs sujets en lien avec la sécurité de notre région, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, sur la manière dont nous devons lutter ensemble contre les fléaux. Le Burkina Faso a enregistré des succès significatifs en la matière. Donc, il y a des leçons à tirer sur ce volet évidemment. And there also, so there's a lot that we have to share with each other. Une collaboration qui pourrait concerner plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, souligne le chef de la diplomatie nigériane, qui ne manque pas de saluer au passage les exploits ainsi que les succès enregistrés par le Burkina Faso dans la lutte contre l'hydre terroriste. L'accord est tombé cette nuit à 3 h du matin à Bruxelles. Les Européens se sont accordés sur une solution pour financer l'effort de guerre ukrainien face à la Russie. Last week, we decided that Russia would not get its assets back until Moscow ends its aggression. Today, we approved a decision to provide 90 billion euros to Ukraine for the next 2 years.
Concrètement, les 27 vont aider l'Ukraine à hauteur de 90 milliards d'euros sur 2 ans. Un prêt financé par un emprunt commun porté par tous les États membres, à l'exception de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque. Ces 3 pays sont réticents à soutenir financièrement l'Ukraine. Pour contourner le blocage de la Belgique, on ne touchera finalement pas aux avoirs russes immobilisés chez nous dans l'institution financière Euroclear. Trop risqué à marteler jusqu'au bout, le Premier ministre belge Bart De Wever, satisfait de la solution adoptée. La seule victoire, c'est la victoire de l'Ukraine, de l'Europe et de la stabilité financière. Ce sont les 3 grands gagnants de ce soir. Et ce n'est pas un match, c'est un match, pas un match entre politique ou poids lourd. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Les pays dont l'Allemagne qui poussait pour une utilisation des actifs russes immobilisés n'ont donc pas obtenu gain de cause. Le chancelier allemand a toutefois salué une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons été mis à rude épreuve. Nous avons été confrontés à la question de savoir si nous comprenions réellement les enjeux géopolitiques, si nous percevions les provocations d'un nouvel ordre mondial et si nous avions les moyens d'y répondre. Et je tiens à dire que la réponse est oui. Ce soutien financier européen va prendre la forme d'un prêt à taux zéro à l'Ukraine, un prêt que Kiev ne devra rembourser qu'à l'issue de la guerre, lorsque la Russie aura payé des indemnités de réparation. Le gouvernement belge se félicite d'avoir tenu bon face au reste de l'Europe, à commencer par le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, des Engagés. Il est au micro de Rachel Crivellaro. Et sans renforcer de la séquence, c'est d'abord l'unité européenne qui n'a pas fait défaut, qui a pu dégager 90 milliards. C'est une somme totalement inédite pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine, sa résistance aussi civile. Il est vrai que la Belgique a pu être entendue dans l'ensemble des réserves qu'elle a exprimées, et ça c'est important. Certains nous diront bravo, parce que ça a évité de faire courir sur la tête de notre pays un risque gigantesque. D'autres, dans les coulisses européennes, garderont peut-être encore un peu d'amertume et voudront peut-être nous le faire payer dans les mois ou années qui viennent. Je crois que l'essentiel, c'était d'être au rendez-vous de la solidarité indispensable pour la cause ukrainienne. Le sommet européen s'est donc terminé plus tôt que prévu puisque Bart De Wever est parvenu à convaincre les autres pays européens. Bonjour Annick Capel, vous avez suivi ce sommet. Comment le Premier ministre a-t-il réussi à renverser la vapeur ? D'abord, c'est un travail de longue haleine. Bart De Wever a bien préparé le terrain avec la diplomatie belge pendant des semaines. Il a multiplié les contacts avec ses partenaires européens. La Belgique a exposé ses arguments, a demandé plus de garanties. Finalement, cette nuit, il y avait sur la table des 27 une dernière proposition, un document juridique censé rassurer totalement notre pays. Sauf que pour d'autres États membres, cette proposition allait beaucoup trop loin. La Belgique demandait, par exemple, une solidarité illimitée en cas de riposte russe, demande absolument intenable pour des pays comme l'Italie ou la France. Résultat, on a donc ressorti du chapeau le plan B, à savoir emprunter ensemble sur les marchés financiers. Pour Bart De Wever, la raison a donc fini par l'emporter, car selon lui, dégeler les avoirs russes à ce stade, c'était un scénario digne du Titanic.